Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour votre émission La Nature et vous. C'est tous les 15 jours, c'est un moment pour découvrir les bienfaits de la nature sur notre santé depuis la nuit des temps. La nature nous inspire et nous émerveille, mais comment sommes-nous en interaction avec le vivant autour de nous? Pour en parler aujourd'hui, nous sommes avec Hubert Mention. Bonjour Hubert. Allô, bonjour Sandrine. Alors, je vais vous présenter Hubert qui est en direct depuis le Canada. Il s'est levé aux aurores pour être en direct avec nous. Je vais vous le présenter dans quelques instants. En fait, depuis la nuit des temps, l'homme a évolué à 99,9% dans la nature. Ses sens se sont développés et se sont épanouis par la nature et pour la nature. Alors, une question, que ressentez-vous quand vous regardez un élément de nature? Ça peut être de l'eau, le ciel, le soleil, des végétaux, des animaux, des minéraux. Demandez-vous comment vous vous sentez. Et il y a eu une première étude en 1980 menée par Robert Ulrich qui a démontré, qui a été après corroboré des années plus tard, que pour les patients opérés en hôpital d'une même opération, pour ceux qui avaient vu côté brique et il y avait d'autres groupes qui avaient vu côté arbre. Ceux qui avaient vu côté arbre avaient besoin de moins d'antalgiques et sortaient 1 à 2 jours plus tôt. Donc on voit qu'il y a rien qu'en regardant des éléments de nature, il y a déjà un impact sur nous. D'autres études ont été menées au niveau de l'ouïe en fait. Je ne sais pas comment vous vous sentez quand vous entendez des sons de nature, des ruisseaux, des oiseaux. Il y a des études qui ont été menées entre autres au Canada par Rachel Buxton. Et entre autres qui démontrent que le stress diminue de 28% quand on écoute des sons de nature. Alors pour notre santé, nous avons besoin à la fois d'être en extérieur, d'être au contact de la nature, mais en intérieur aussi, nous avons besoin d'éléments de nature. Donc aménager les lieux de vie en amenant ou en disposant des éléments de nature, ça s'appelle le design biophilique. Le terme biophilie a été créé, par Erich Fromm en 1964, qu'il est psychologue et sociologue. C'est l'amour en fait de tout ce qui est vivant. Et c'est Edward Wilson, qui est biologiste à Harvard, qui en 1980 va définir un petit peu plus le terme du biophilic design. Donc pour en parler plus précisément, nous sommes avec Hubert Mention. Hubert, vous êtes fondateur de l'Université dans la nature au Canada et il y a une antenne Europe au Luxembourg. Auparavant, vous étiez avocat dans le milieu du showbiz, entre autres à Hollywood. Et en 2001, vous avez fait une forte dépression. Et votre réflexe a été d'aller pendant 8 mois en nature, tout seul, dans la nature. Et vous avez observé qu'il y a eu un formidable... et c'était puissant. Et vous avez pu retrouver justement cette joie de vivre. Il y a eu un impact au niveau de la santé mentale. Mais il faut dire que déjà tout jeune, vous aimiez... vous esquivez des repas de famille et partir dans la cabane qui était au fin fond du jardin. Donc il y avait déjà cet appel du mieux-être dans la nature. Et à votre retour de ces 8 mois en forêt, vous vous êtes posé la question, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Et là, vous êtes parti en quête des recherches scientifiques qui ont pu être menées sur le sujet des bienfaits de la nature sur la santé mentale, entre autres. Et vous avez eu à cœur, en 2014, de mettre à disposition du grand public, finalement, ces recherches. Et depuis, vous proposez à l'Université dans la nature des formations autour des bienfaits dans la nature. Vous avez écrit plusieurs livres, La voie du chagrin d'amour et le dernier qui est sorti, Réconcilier vers une identité environnementale, et c'est surtout aussi pour déculpabiliser le comportement individuel. C'est plutôt qu'est-ce que nous apporte la nature plutôt que ce que l'homme fait à la nature. Alors la toute première question que je pose à chacun de mes invités, que représente la nature pour vous, Hubert? Alors pour moi, la nature c'est... la présence. La nature est toujours dans le présent. Elle est toujours présente et elle est un présent. Et pour moi, c'est comme quand on parle de la présence de quelqu'un au chevet d'un malade, par exemple, c'est la nature. La nature est tout le temps là. Elle est là partout, même dans les villes, même dans des endroits où on ne la croirait pas. Donc pour moi, ce qui la résume le mieux, c'est une présence d'une puissance extraordinaire et constante, et éternelle, parce qu'elle est là depuis toujours et elle sera là toujours. Magnifique.
Alors, pouvez-vous nous présenter un petit peu plus qu'est-ce que le biophilic design ou le design biophilique en français? D'où ça vient? Enfin, qu'est-ce que le biophilic design? Donc, comme vous le disiez en introduction, le biophilic design, c'est la biophilie. Biophilie, le mot biophilie, ça signifie l'amour de la vie. Ici, ça signifie essentiellement l'amour de la nature. Et c'est la biophilie qui est appliquée à la conception des bâtiments humains, que ce soit à l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur. Donc l'idée, c'est de dire, au lieu de toujours devoir sortir dans la nature, on va amener la nature à l'intérieur des bâtiments. C'est ça le biophilic design en très gros. D'accord. Et comment ça... Et donc, quels sont un petit peu les concepts? Parce qu'amener la nature à l'intérieur ou après, en termes de conception architecturale, mais ça se résume pas, je veux dire, souvent les personnes peuvent penser, j'ai mis 3-4 plantes, ça y est, j'ai emmené la nature à l'intérieur, mais ça se résume à bien d'autres choses, en fait. Non, ce n'est pas du tout ça. Il faut s'imaginer, pour bien comprendre le fondement du biophilic design, il faut s'imaginer et se représenter la différence entre être dehors et être à l'intérieur. Quand je suis dans un bureau, par exemple, il y a une température constante. Ce n'est pas le cas à l'extérieur. Il y a une lumière qui est tout le temps la même. Ce n'est pas le cas à l'extérieur. Il y a, je regarde des murs quand je suis à l'intérieur. À l'extérieur, je vois des arbres et des animaux qui bougent. Donc en fait, c'est toutes ces différences au niveau des odeurs. Je ne sens pas les mêmes odeurs. Donc le biophilic design va essayer de faire en sorte de nous rappeler toutes les sensations qu'on peut éprouver quand on est dans la nature, mais quand on est à l'extérieur. C'est vraiment ça le biophilic design. Donc ce n'est pas du tout, comme beaucoup de gens le croient, mettre simplement quelques plantes, c'est beaucoup plus riche que ça, parce que quand je mets des plantes, mon sens du toucher, par exemple, n'est pas affecté. Mon sens de la vue n'est affecté que quand je regarde la plante. Mais le biophilic design va essayer de faire une transformation complète de l'intérieur du bâtiment. Alors, il y a du biophilic design à des échelles évidemment différentes, mais quand c'est bien fait, ça s'adresse à la totalité des sens, et donc on a différents éléments. Le premier élément qu'on a, c'est évidemment une connexion visuelle avec la nature. Alors, vous serez peut-être étonné d'apprendre, je ne sais plus si c'est le cas en France, mais au Canada, par exemple, il existe encore beaucoup de gens qui travaillent dans des bureaux sans fenêtres, ou des gens qui travaillent dans des bureaux avec fenêtres, mais qui sont tellement éloignés de la fenêtre qu'ils ne la voient pas. Donc la chose qui est la plus importante quand on fait des études au niveau statistique sur l'absentéisme, par exemple, c'est d'avoir une vue sur l'extérieur. Les gens qui n'ont pas une vue sur l'extérieur, on peut revenir après sur la qualité de cette vue, mais ces gens-là ont tendance à être plus souvent absents et plus souvent malades. Donc la première chose, c'est une connexion visuelle. Alors, cette connexion visuelle, ce n'est pas seulement de regarder par la fenêtre, c'est aussi de voir des éléments de la nature à l'intérieur, par exemple des images de la nature. On peut très bien imaginer, il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais nous on ne peut pas avoir une vue sur la nature parce que notre bâtiment donne complètement sur la ville. Mais je leur dis oui, mais ça ne vous empêche pas d'avoir des posters de forêt, d'avoir des images d'animaux, d'avoir des représentations de la nature à l'intérieur du bâtiment. Donc ça, c'est la première chose, la connexion visuelle avec la nature. La deuxième chose, c'est la connexion non visuelle avec la nature. Alors, qu'est-ce que c'est cette connexion non visuelle? C'est une connexion par les autres sens. Donc, par exemple, qu'est-ce que je vais entendre? Qu'est-ce que j'entends dans les bureaux? Eh bien, la plupart du temps, ce qu'on va entendre dans les bureaux, ce sont les conversations des autres et les bruits des autres. C'est la pollution sonore dans les bureaux est une énorme source de fatigue cognitive et une énorme source de distraction. Donc, il y a toute une série de techniques destinées à masquer les sons dans les bureaux, surtout dans les open space. Et par exemple, on va les couvrir. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites avec les sons de l'eau. Il faut bien calculer évidemment la dimension de la fontaine, mais quand on met des fontaines à l'intérieur des bureaux, on arrive à couvrir la conversation et donc à relaxer les individus. Il y a dans les hôpitaux, par exemple, dans différents pays, et surtout dans les unités psychiatriques et pédiatriques, on va mettre des sons d'oiseaux. On s'aperçoit que les sons calmes, par exemple, les enfants sont beaucoup plus calmes quand ils entendent des sons d'oiseaux et qu'ils doivent après
subir des interventions. Donc on peut mettre des sons d'oiseaux dans les couloirs, on peut mettre des sons d'oiseaux dans les salles d'attente, etc. Donc ça, c'est encore un autre type de connexion. Il y a aussi la connexion par le toucher. Qu'est-ce que je touche quand je suis dans la nature par rapport à ce que je touche quand je suis dans un bureau? Il est évident que quand je suis dans un bureau, je vais toucher surtout des matières synthétiques. Je ne vais pas toucher du bois, ou alors c'est du bois qui est traité. Donc on va s'organiser pour que les individus à l'intérieur des bâtiments puissent toucher des choses naturelles. Et puis, il y a la connexion par l'olfaction. Qu'est-ce que je vais sentir comme odeur? Donc là, tout le monde connaît les huiles essentielles, mais il y a moyen de mettre des tas d'odeurs qui sont différentes. Et évidemment, il y a aussi la connexion par le goût. Il y a aujourd'hui, par exemple, des tours à jardin qu'on installe dans les bureaux et qui permettent de faire pousser de la végétation comme des laitues, des carottes, etc., à l'intérieur même du bureau. Donc voilà, c'est pour faire un panorama, on peut être beaucoup plus long, mais c'est vraiment pour insister sur le fait qu'il ne s'agit pas uniquement de mettre quelques plantes, mais de s'adresser à chacun des sens à l'intérieur du bureau ou de la maison. Mais il y a aussi l'analogie avec les espaces naturels. C'est vrai que si on pense, par exemple, les animaux, naturellement, on a toujours le besoin d'aller un peu se cacher ou d'avoir des espaces pour soi un petit peu protégés, donc que ce soit dans les bureaux ou même à l'école pour les enfants, d'avoir des espaces comme un peu qui fassent comme un petit peu des petites cachettes. Donc ça aussi, c'est important de disposer, par exemple, ces éléments de nature qui rappellent la nature, non? C'est ça. Alors, oui. C'est ça. Donc en fait, actuellement, ce qui se passe dans la plupart des bâtiments, c'est que ce sont des bâtiments conçus pour des humains. Le plus grand spécialiste du biodesign disait une phrase qui m'a paru très juste. Il disait: comment se fait-il qu'aujourd'hui, nous n'acceptons plus que les animaux se trouvent dans des environnements ternes, comme des zoos, avec uniquement du béton et des murs cimentés. Nous n'acceptons plus ça pour les animaux, mais comment se fait-il que nous acceptions pour les humains? Effectivement, on voit beaucoup de gens, je pense que c'est une majorité de gens qui vivent aujourd'hui dans des environnements qui ne sont pas faits pour des humains, qui sont faits pour leur santé mentale. C'est le cas de la plupart des villes modernes, surtout en Amérique du Nord, ont d'abord été conçues pour les voitures avant d'être conçues pour les humains, et donc offrent toute une série de caractéristiques qui ne sont pas bonnes pour la santé mentale. Ça commence à être étudié, on commence à se rendre compte de l'impact que cette architecture extérieure a sur la santé et le fait que, en fait, ça fatigue et ça déprime, mais c'est la même chose pour les environnements intérieurs. Alors, quand on parle de biofluidité, on ne parle pas seulement des éléments que je viens d'évoquer, mais aussi des formes. Quand on va dans la nature, on se rend compte qu'il y a toute une série de formes qui n'existent pratiquement pas dans la nature. Par exemple, l'angle droit. L'angle existe beaucoup dans la nature, mais l'angle n'existe pas dans la nature. Dans la nature, on a de formes courbes. Donc, on va essayer de réintégrer des formes courbes à l'intérieur des bâtiments dans le biophilic design. Et on va effectivement aussi, et ça c'est basé sur les travaux d'un philosophe, écrivain anglais du XXe siècle, on va créer ce qu'on appelle des... Alors, le refuge, tout le monde se souvient dans son enfance comme il aimait se cacher, par exemple. Et quand on analyse ce que c'est cette cachette, eh bien, généralement, l'enfant va chez un endroit où il n'est pas vu, mais il... Or, ces deux caractéristiques sont exactement les caractéristiques des refuges des animaux. Les animaux vont toujours habiter des nids où ils peuvent voir sans être vus. Et on s'est rendu compte qu'au niveau de la santé mentale, ça offre du répit, si on peut dire. C'est-à-dire que quand je suis dans un endroit comme ça, je peux me refaire cognitivement, et or des endroits semblables n'existent pas dans la plupart des bureaux et n'existent pas dans la plupart des écoles. Le seul endroit qui ressemble à ça, et c'est paradoxal parce qu'on va voir comment il est traité, le seul endroit qui est un endroit dans lequel je peux me réfugier quand je suis à l'école ou quand je suis dans le bureau, qu'est-ce que c'est ? Ce sont les toilettes. Mais la plupart des toilettes ne sont pas du tout aménagées pour être un refuge. Ce serait une possibilité. C'est étudié dans certains pays. Je trouve ça très intéressant parce que ça demande peu
d'investissement, mais à part ça, il n'y en a pas. Donc, on va permettre dans les écoles, par exemple, j'ai vu des écoles où l'enfant peut aller se cacher dans la classe elle-même. Il est caché dans cette classe, personne ne le voit, mais il peut voir la classe, et on s'aperçoit que quand il fait ça, l'enfant ne s'extrait pas du tout du cours, il le suit de façon beaucoup plus attentive. Donc, il y a un chemin énorme à faire de la part des architectes et des designers pour qu'enfin l'environnement dans lequel nous habitons soit conçu pour les humains. Il faut remarquer quand même que les architectes, dans la plupart des cas, font des dans lesquels ils ne vont jamais habiter. Moi, je suis horrifié par un très grand nombre d'habitations, surtout dans les banlieues et dans les quartiers pauvres. Je me dis, qui a osé construire des boîtes pareilles ? Parce que les gens qui ont conçu ça ne savent pas ce que c'est d'habiter dans des endroits comme ça, et ça a un impact énorme, non seulement sur la santé cognitive, comme je viens de le dire, mais aussi sur la santé sociale. Donc, il faut revoir, et on est en train de le faire dans beaucoup d'endroits dans le monde, aussi bien l'architecture extérieure des villes, l'urbanisme, la façon dont sont dessinées les rues, par exemple. Est-ce qu'un être humain se sent mieux dans une rue très large ou dans une rue très étroite ? Est-ce qu'on se sent mieux généralement dans des anciennes villes ou dans des villes modernes ? Tout ça est en train d'être étudié, et on revient toujours au biophilic design, c'est-à-dire recherche quelque chose qui lui rappelle contact avec la nature. Très bien. Eh bien, écoutez, on va retrouver Hubert dans quelques instants après la pause musicale. À tout de suite. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. La nature et vous, découvrir et s'émerveiller avec Sandrine sur Radio Grand Lac. Eh bien, on se retrouve donc pour La Nature et vous, et nous sommes en direct avec le Canada, Hubert Mention, fondateur de l'Université dans la Nature, pour la thématique biophilic design. Donc le design biophilique, comment amener la nature à l'intérieur, où c'est bien l'amour de la nature. Mais avant de reprendre notre échange, Hubert, pourquoi avoir choisi cette chanson, ce lundi-là, de Michel Delpech ? D'abord parce que j'adore Michel Delpech. Je trouve que c'est un homme qui a eu une trajectoire tout à fait exceptionnelle d'un point de vue humain. Et deuxièmement parce que cette chanson, elle est assez incroyable. C'est une chanson qui a 50 ans et qui décrit quelque chose qui se passe aujourd'hui. Le type qui ne supporte plus ce travail, qui ne trouve plus de sens à son travail, qui veut s'en aller, c'est une problématique d'aujourd'hui. Et on s'aperçoit, justement, pour revenir sur le biophilic design, que l'ambiance qui est à l'intérieur des bureaux n'a pratiquement pas changé. C'est-à-dire, on se retrouve pratiquement avec le même design dans les bureaux aujourd'hui qu'il y avait dans les années 70. Donc ça prouve bien à quel point l'humain, cette chanson prouve à quel point l'humain a besoin de sens. D'ailleurs, la dernière fois que j'ai rencontré Michel Delpech, on était dans un avion de TF1 et on allait de Paris à Tenerife. Michel Delpech a passé son temps à lire la Bible à l'aller et au retour, parce que Michel Delpech était assoiffé de sens. Mais nous le sommes tous. Et le fait d'avoir le contact avec la nature, ça fait partie de notre recherche de sens. Quand quelqu'un va dans la nature, en général, il est en train de rechercher sa propre nature. Donc, ce ne sont pas des détails, ce n'est pas du luxe, ce n'est pas du superflu, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans une destinée humaine, de trouver le sens, et le chemin vers la nature est un grand chemin vers le sens. Merci. Alors, pour reprendre le fil de notre échange, on a vu l'importance d'amener la nature à l'intérieur et que tous nos sens puissent être en éveil grâce à la nature, et vous avez donné des exemples sur différents éléments. Maintenant, quel est l'impact, en fait ? Par exemple, des sujets qui sont quand même fort importants. On va commencer par les petits, à l'école. L'impact d'amener la nature ou d'avoir des éléments de nature à l'intérieur, quel est l'impact pour les enfants, leur mode d'apprentissage, de concentration ? Alors, juste avant de parler de l'impact sur les enfants, je veux dire que l'impact dans les entreprises, il est tellement fort qu'aujourd'hui, des entreprises comme Amazon, Etsy et bien d'autres biophilisés. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une lubie de gauchistes hippies, c'est du compte dans les entreprises que quand on amène des éléments de nature et on crée du biophilic design, eh bien, premièrement, on diminue l'absentéisme et deuxièmement, on augmente la productivité.
à ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, et c'est tout à fait normal, c'est que le milieu naturel de l'humain, c'est justement l'espace naturel, et donc quand il se retrouve dedans, il est comme un poisson dans l'eau. Donc c'est pas, il y a rien de magique, il y a le fait qu'on le replonge dans le milieu qui est son milieu d'origine et de naissance, dans lequel il peut se déployer. Maintenant, pour revenir la question des enfants, il y a dans l'éducation qui est très 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 en retard par rapport à la nature. Tout le monde parle de transition écologique, mais on voit que finalement dans les écoles, on ne parle aux enfants que des catastrophes et du développement durable, mais l'affiliation à la nature, l'amour de la nature, l'affection et le contact avec la nature sont très très loin derrière d'autres matières. Pourtant, ce qu'on constate, c'est que quand on fait des études sur l'impact de la nature à l'extérieur de l'école, donc autour de l'école, ou l'impact de la nature à l'intérieur des classes, eh bien on s'aperçoit toujours de la même chose, que les capacités cognitives des enfants augmentent grâce au contact avec la nature. Pourquoi est-ce qu'elles augmentent? C'est pour une raison qui est simple et que je vais essayer d'expliquer très brièvement. C'est que quand moi j'étais petit et que je regardais par la fenêtre, on me disait arrête d'être dans la lune. Et quand un prof me voyait regarder ailleurs que dans ses yeux, que dans le blanc de ses yeux, il avait l'impression que je ne l'écoutais pas. Aujourd'hui, on sait que c'est complètement faux et que en fait l'attention humaine est une faculté qui est limitée dans le temps et que nous avons constamment besoin de recharger notre attention. Comment faisons-nous pour recharger notre attention dans un environnement comme une classe classique dans lequel il n'y a que des murs blancs, un tableau et un prof? C'est très difficile. Par contre, si dans cette même classe, j'ai des plantes, je peux regarder par la fenêtre, j'ai des détails que j'aime, j'ai des formes sur lesquelles je peux poser mon regard, alors je peux constamment recharger mon attention et montrer, par exemple, que le bioflic design a des effets assez étonnants dans les classes de mathématiques. Les enfants qui sont plus en contact avec la nature grâce à l'école ont des meilleurs scores, quand on compare dans des études très rigoureuses avec d'autres classes, ont des meilleurs scores en mathématiques. Donc, il y a non seulement un impact sur la santé mentale, mais il y a un impact sur l'apprentissage, et donc on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas encore mis en place à une échelle nationale. Oui, j'allais rebondir sur la végétalisation des cours d'école, puisque il y a eu une ère où on a bétonné, macadamé les cours d'école pour pouvoir mieux surveiller ces pauvres enfants. Et ils n'ont plus de refuge nature pour pouvoir jouer. Et là, maintenant, nous sommes tout doucement dans un sens inverse, justement, dans la végétalisation des cours d'école. Mais c'est ça. Mais le problème, c'est que dans la revégétalisation des cours d'école, on ne prend toujours en compte que les aspects physiques. C'est même très curieux, mais on ne nous parle que de la captation du carbone et que de la régularisation des températures. Mais il y a beaucoup d'autres choses que la nature apporte. Et alors, ce système des cours de récréation, il était basé sur l'idée que, il y a des écrits très célèbres à ce niveau-là, que l'enfant, en fait, fonctionne comme une machine à vapeur. C'est-à-dire que quand il est dans une classe, il a beaucoup plus d'énergie que ce qu'il dépense. Donc, il faut lui offrir des soupapes, et cette soupape, c'est la cour de récréation où l'enfant va enfin pouvoir crier et bouger dans tous les sens. Aujourd'hui, on se rend compte que cette théorie est fausse et que ce n'est pas de ça dont l'enfant a besoin. L'enfant a justement besoin de recharger son attention. Donc, comment faire pour aider l'enfant à se reconcentrer, pour aider l'enfant en même temps à se distraire? Mais rien de mieux que le contact avec la nature. Mais il ne suffit pas de planter 3 arbres pour que ce soit le cas. Il faut quand même aller un peu plus loin dans la précision, dans la rigueur et dans l'installation. Et c'est pourquoi je dis toujours, oui, c'est bien de s'intéresser uniquement aux critères de la qualité de l'air, mais l'air n'est qu'une chose parmi beaucoup d'autres, et ce qui compte avant tout, c'est la santé mentale. Je veux juste faire un parallèle avec les parcs municipaux. C'est la même chose. Les parcs municipaux ont été créés à une époque où on avait peur des miasmes, c'est-à-dire de l'air qui contenait des microbes et on pensait qu'on serait malade à cause de l'air. Et donc, ils ont été conçus pour créer du bon air, si on veut dire. Mais aujourd'hui, le problème et le besoin de la population, ce n'est pas ça, c'est la santé mentale. C'est comment est-ce que je peux sortir de ma charge mentale? Comment est-ce que je peux revenir chez moi plus calme? Et pour ça, il faut faire des aménagements particuliers. Donc c'est la même chose que ce soit dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les villes ou dans les bureaux. Très bien.
Oui, puisqu'en plus, pour les enfants, dans la nature, il y a aussi cette motricité, donc ça va aussi les aider à développer leur motricité et leur habilité, en fait. Et c'est un formidable lien social. Exactement. Il nous reste quelques minutes, Hubert. Alors, il y a aussi un sujet que je trouve fort important, c'est dans les hôpitaux et les EHPAD. Comment, l'importance d'amener la nature dans les hôpitaux et les EHPAD, j'en parlais en introduction, mais j'imagine que vous avez différentes choses à rajouter sur ce sujet. Oui. Absolument, parce que pour les gens qui sont âgés, qui ont donc une mobilité réduite, il y a beaucoup de problèmes qui posent. Par exemple, personne âgée et que j'ai un parc qui n'est pas loin de chez moi, c'est une bonne chose, mais en fait, on s'est rendu compte que les personnes âgées ont tendance à estimer le nombre d'endroits où elles vont pouvoir s'asseoir en allant au parc. Donc, il ne suffit pas d'avoir un parc à 300 mètres de chez moi. Il faut que, entre le parc et chez moi, j'ai des endroits où je peux me reposer, je peux m'asseoir. Premièrement. Deuxièmement, il faut absolument qu'il y ait des sanitaires dans les parcs. Ce n'est pas le cas dans la plupart des cas. Donc, ça veut dire que les parcs vont être fermés aux personnes âgées. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste essentiellement la vue. On sait que pour les personnes âgées, le grand danger qui les menace, c'est la sédentarité. D'une part parce qu'elles ont peur de tomber, donc elles marchent moins. D'autre part parce qu'elles ont moins d'endroits où marcher. Et la sédentarité a beaucoup de conséquences sur la santé physique et sur la santé mentale. Donc le sens le plus important qui reste, c'est souvent le sens de la vue. Et donc il est très important que dans les EHPAD et dans les résidences en général de personnes âgées, on ait une vue sur la nature. De plus en plus, on se rend compte qu'une pièce fondamentale pour les personnes âgées, c'est le balcon. Le fait d'être sur un balcon et de pouvoir regarder la nature a un impact psychologique qui est très important. Maintenant, les hôpitaux, j'ai très peu de temps pour parler de ça, mais on peut dire que on m'a dit, Hubert, bonne nouvelle, on m'a donné 5 minutes de plus. Donc, on a 5 minutes en plus avant de rendre l'antenne. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. Parce que dans les hôpitaux, la nature n'est généralement pas bienvenue. Moi, je suis en contact, il y a une fondation ici qui s'appelle la Fondation Oubli pour un instant, qui installe des jardinières à l'intérieur des hôpitaux de longue durée, souvent pour les personnes âgées, mais ces hôpitaux souvent ont une peur panique des microbes qui viennent de la terre, etc. Donc tout est aseptisé à l'intérieur des hôpitaux. Il y a très peu, par exemple, de présence de bois à l'intérieur des hôpitaux, alors qu'on sait très bien, je n'en ai pas parlé dans le biophilic design parce que ça mériterait des heures, mais la présence de bois dans l'architecture, c'est-à-dire des lambris de bois, elle a été calculée, on sait aujourd'hui très bien quel est le pourcentage maximum de bois pour que le cerveau en retire des effets positifs. Il n'y a pas de bois dans les hôpitaux parce qu'on a toujours considéré que le bois était bactéricide, en tout cas pouvait transporter des bactéries ou les conserver. On s'est rendu compte que ce n'est pas du tout le cas. Aujourd'hui, on sait très bien que le bois, quand c'est du bois brut, il est bactéricide. Mais il n'y a toujours pas de bois. Alors, ce que font certains hôpitaux, c'est d'installer des jardins. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose qui, d'ailleurs, est utile non seulement pour les patients qui peuvent se déplacer, mais aussi pour le personnel soignant. Parce que le personnel dans les hôpitaux est également épuisé. Donc, il faut aussi lui donner des moments de répit, mais on en est au tout début. Il y a des hôpitaux à Singapour et en général en Asie qui sont très avancés sur le sujet, mais en Occident, on est encore extrêmement en retard parce qu'on considère encore que finalement la nature, c'est un lieu de loisir, c'est bon quand tout va bien, mais quand ça va mal, plus de nature et ça ira mieux. Mais c'est complètement à côté de la plaque. Il y a effectivement, moi je pense facilement, en tout cas dans les EHPAD, et où il n'y a pas de danger, entre guillemets, c'est justement tous les posters de nature, de forêt. Donc ça peut être aménagé aussi facilement. Voilà. Et puis, par exemple, pour les personnes âgées, on s'est rendu compte que les odeurs de la nature, c'est ce qu'on appelle la thérapie de la nostalgie. Les odeurs de la nature sont très bonnes à respirer pour les personnes âgées parce que ça leur rappelle des souvenirs. Et souvent, ça leur rappelle des souvenirs heureux. Donc, ils vont parler de ce qu'ils faisaient quand ils étaient plus jeunes, des amis qu'ils avaient, etc. Et ça se déclenche uniquement grâce à des odeurs de nature, puisqu'on sait que l'odorat est un sens très particulier
au niveau de ses connexions à l'intérieur du cerveau, parce que il est directement connecté aux souvenirs. Donc, le fait de toucher aussi des éléments de la nature, hein, c'est pas nécessairement des grandes promenades en forêt qui sont difficiles à organiser. Ce sont des petits contacts avec le monde naturel. Et je ne peux pas ne pas parler de l'importance du contact avec les animaux. Hein. Le contact avec les animaux pour les personnes âgées est très important. Je voyais dernièrement qu'en France, il est question d'une loi qui devrait obliger les EHPAD à accueillir des animaux de compagnie. Eux aussi font partie de la nature. Et c'est très important de permettre une fin de vie, et comme un début de vie, de permettre une fin de vie proche de la nature. On est tous nés dans la nature, d'une certaine manière, et on va tous mourir dans la nature, parce qu'on va tous être enterrés ou incinérés dans la nature. Donc la nature est notre mère du début à la fin, mais il faut l'honorer pendant tout le parcours de vie. Bien Hubert, je vous remercie beaucoup. Mais avant de conclure, l'Université dans la nature propose différentes formations. Et là, il y en a bientôt une pour célébrer le printemps qui va commencer. Je vous laisse la présenter. C'est ça. Donc ce sont des formations qui sont complètement en ligne. Donc on a des gens qui viennent d'un peu tous les pays. Et il y a 2 formations. Il y a une formation qui s'appelle Éco-Leader pour justement approfondir notre relation avec la nature. Pourquoi en sommes-nous arrivés où nous en sommes aujourd'hui? Quelles sont les racines historiques, anthropologiques, psychologiques? Et d'autre part, quel est l'impact de la nature? Donc on donne un état de la recherche contemporaine sur l'impact de la nature qui est extraordinaire, et on est tout début, en fait, d'une science qui ne va pas arrêter de se développer. Ça, c'est ce qu'on appelle le cours Éco-Leader. Et puis, on a un autre cours qui s'appelle le cours Guide certifié, qui consiste à apprendre à emmener des gens en forêt pour leur expliquer comment la nature impacte leur santé mentale et leur santé physique. Donc, c'est une activité pédagogique pour enseigner l'impact de la nature sur l'être humain. Et on est très content. On a des étudiants de France, d'Afrique, d'Europe en général, d'Amérique du Nord. C'est une occasion unique aussi de se faire des contacts entre passionnés de nature, des gens qui viennent d'horizons complètement différents. Et c'est une aventure passionnante à suivre et à enseigner. Eh bien, je vous remercie Hubert. Merci, cher auditeur, et au plaisir de vous retrouver dans 15 jours. À bientôt. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Radio Grand Lac.